Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Réflexe Critique. L'idée, ce sera, comme d'habitude, de revoir ce qui avait été dit dans la vidéo de Capsule Concept autour des besoins et de la motivation à créer. On avait fait un long épisode qui avait duré plus d'une trentaine de minutes. Je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, ce sera de revenir sur certains points et de voir qu'est-ce qui aurait pu être mieux dit, qu'est-ce qui pourrait être corrigé et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer un peu plus loin que ce qui a pu être dit pendant cette capsule concept. Alors pour ce 5e exercice de réflexe critique, je lui demande, comme à mon habitude, de corriger, d'identifier les manques, les imprécisions, les erreurs, les contradictions et qu'il voit un petit peu s'il y avait des choses qu'on aurait pu creuser et que j'ai un peu oubliées. Donc je vais voir parce qu'à ce niveau-là, il est souvent limité, Gemini, parce que ça n'est pas un expert des sujets de créativité, de théorie évolutionnaire ou de psychologie sociale. Mais enfin, des fois, il a des réflexions qui sont intéressantes, donc on va aller les regarder ensemble. Et cette fois-ci, je compléterai avec d'autres recherches que j'ai fait par ailleurs, notamment sur un moteur de recherche scientifique, si j'ose le nommer comme ça, qui s'appelle Elicit. Et je vous montrerai ou je vous mentionnerai quelques points que je n'avais pas mentionnés dans la vidéo et qui pour autant auraient pu être intéressants. Alors voyons ce que dit Gemini. Pour parfaire votre analyse, il est nécessaire de confronter votre discours à ses propres limites. En tant que collaborateur, je relève ici les zones d'ombre et les points de friction logique pour renforcer votre argumentation. Voyons les 5 éléments qu'il a trouvés. Pour approfondir la compréhension de la créativité, les points suivants auraient été cruciaux. Le rôle de la dopamine et du circuit de la récompense. Bien que vous citiez la psychologie, l'aspect neurobiologique, comment le cerveau récompense chimiquement l'acte créatif, manque pour expliquer pourquoi nous cherchons le flow. Alors en effet, les aspects neurobiologiques, je les aborde peu ou pas, ce n'est pas mon but. Donc à chaque fois, il va me le mettre et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller chercher là-dessus parce qu'il y a des contenus scientifiques qui existent. Deuxième point, la créativité négative ou destructrice. Là, on parle des fois de malevolent creativity. Vous focalisez sur l'adaptation et l'aide. Or, l'histoire montre que la créativité est aussi utilisée pour la tromperie malveillante ou l'invention d'armes, ce qui nuance l'idée d'un besoin purement prosocial. C'est vrai que je fais comme si la créativité était utile pour aller se relier avec le reste de la société, une partie qui est vraie, mais ça questionne sur celles qui permettent d'essayer d'aller shipper les ressources à d'autres, d'aller s'en accaparer un peu plus que d'autres, et ça c'est un phénomène qui est aussi existant. Alors je l'avais noté avec la ruse, qui était une manière de déstabiliser les hiérarchies sociales, de conquérir pendant un contexte de guerre, mais j'étais resté, c'est vrai, un peu sur la surface. L'impact de la culture et de l'époque, le besoin de créer est ici décrit comme universel. Pourtant, certaines cultures valorisent la répétition et la tradition plutôt que l'innovation créative, ce qui suggère que ce besoin est aussi un construit social. Alors c'est vrai que je fais comme si c'était important la créativité, alors qu'il y a tout plein d'autres activités qui ne la nécessitent pas et qui sont importantes. Il y a tout plein de sociétés où ça n'est pas du tout une valeur cardinale. Mais bon, comme moi, c'est ce qui m'intéresse et que j'ai envie d'en parler, forcément, je suis un peu biaisé, je suis occidentalo-centré parce que je vis en France et parce qu'évidemment, pour moi, c'est quelque chose d'important de créer. Un quatrième point qu'il aborde, c'est la notion de désapprentissage. Vous mentionnez que l'on crée depuis l'enfance. Il serait utile d'explorer pourquoi la société ou l'éducation finissent par inhiber ce besoin chez certains adultes. Alors ça, je vais quand même préciser quelque chose. C'est un peu une fake news ou un mythe que on est très créatif quand on est enfant et on l'est plus quand on est adulte. On n'est pas forcément beaucoup plus créatif quand on est enfant, ce qui tient à deux raisons principales, qui est que on a beaucoup moins d'éléments conceptuels en nous. On découvre la vie encore et encore, que ce soit sur le plan du langage, on a moins de mots, soit sur le plan des expériences vécues, on en a moins, donc moins aussi pour combiner, pour associer. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est poussé de plus en plus avec le fait de grandir au sein de la société, c'est qu'on a de plus en plus de normes et de systèmes de règles qu'on connaît. Mais rien n'empêche de les dépasser. Et c'est pas parce que quand on est dans l'enfance, on a moins d'inhibition qu'on va être plus créatif. Parce que l'inhibition, c'est aussi un des atouts pour faire preuve de créativité. Inhiber les idées qui reviennent en boucle et en boucle, c'est une capacité qui est importante pour pouvoir aller explorer des sujets autres, des sujets plus éloignés. Donc la notion de désapprentissage, elle pourrait être intéressante dans le sens où on pourrait dire, il y a des choses qu'on oublie, quel est le rôle dans les aptitudes créatives. Ça, à la limite, ça m'aurait paru plus intéressant.
Et le dernier point qu'il aborde, c'est la différence entre créativité historique et créativité personnelle. Le transcript mélange l'innovation qui change le monde, catapulte, imprimerie, et la régulation émotionnelle individuelle. Distinguer ces deux échelles clarifierait votre propos. C'est vrai, il me le rappelle, il me l'a déjà rappelé dans d'autres réflexes critiques. Je ne vais pas vous refaire à chaque fois la gradation entre la créativité psychologique et quand elle commence à peser beaucoup plus sur le monde avec cette créativité qu'on appelle des fois historique ou éminente. Mais bon, on ne va pas le redire à chaque fois. Il tourne un peu en boucle parce que c'est pas un hyper spécialiste de la créativité. Alors 5 imprécisions, erreurs ou contradictions. Contradiction sur le dualisme. Vous affirmez ne pas faire de dualisme corps-esprit, mais vous séparez immédiatement les besoins physiologiques et psychologiques. Imprécision sur le besoin des êtres inanimés. Vous postulez qu'un être inanimé n'a pas de besoin. D'un point de vue systémique ou technique, IA, robotique, un système a des besoins de maintenance ou d'énergie pour ne pas se désagréger, entropie. Limiter le besoin au vivant est une vision restreinte. Oui, c'est vrai que ça restreint, mais en même temps, j'avais clarifié ce que j'appelais besoin. Et donc, si on parle juste de lacunes ou de déficit, c'est sûr qu'il y a des systèmes un peu complexes ou automatisés qui ont des lacunes ou des déficits ou des besoins, le besoin d'électricité. Mais c'est dévoyer un petit peu la vision que j'en avais parce que c'était pour des êtres agentiques, c'est-à-dire qui font preuve d'agentivité, qui sont animés d'un certain besoin, et notamment celui de besoin de survie. Donc évidemment, ça a étayé mon propos. Et si on avait élargi, oui, alors on aurait pu alors élargir le propos aux machines automatiques ou autres. Il prêche un peu pour sa paroisse, là en l'occurrence, Gemini. Lien de causalité floue entre besoins primaires et psychologiques. Vous dites que les besoins psychologiques sont une couche supplémentaire pour aider à remplir les besoins physiologiques, mais vous affirmez ensuite qu'on peut avoir des besoins physiologiques comblés sans que les besoins psychologiques le soient. Si l'un sert l'autre, leur déconnexion mériterait une explication plus robuste. J'ai pas tout à fait compris, bon c'est flou, je veux bien, on peut préciser, mais je dis que l'un sert à l'autre, c'est tout, voilà. Erreur sur la passivité des besoins physiologiques. Vous suggérez que nous ne décidons plus consciemment de respirer ou dormir avec le système parasympathique. C'est imprécis, nous pouvons décider consciemment de retenir notre respiration ou de lutter contre le sommeil, montrant que la conscience peut interférer avec ses besoins dictés. Oui, effectivement, on peut le faire, mais globalement, personne ne le fait. C'est bien beau sur le plan théorique, mais beaucoup ne le font pas. Et quand on ne les respecte pas, ces besoins, en général, c'est soit parce qu'il y en a un autre qui a eu un pouvoir attracteur plus grand, soit parce qu'on a des volontés peut-être de mort, entre guillemets. Enfin, en l'occurrence, si on veut retenir notre respiration, c'est que possiblement on veut se suicider, ou alors lutter contre le sommeil, c'est peut-être lié à une envie de rester avec des amis, comme je l'avais pu le mentionner, ou de regarder des séries plus longtemps. Et ça va avec d'autres besoins qui sont comblés, en l'occurrence des besoins psychologiques, là, d'agrément, de satisfaction cognitive. Et dernier point, la généralisation du besoin de fermeture cognitive. Vous liez ce besoin à la créativité scientifique pour ranger le monde. Or, la psychologie montre souvent que la fermeture cognitive est un frein à la créativité, car elle pousse à rejeter l'ambiguïté et la nouveauté au profit de solutions déjà connues. Alors, c'est sûr que ça peut être une ambivalence. J'ai tenté d'aller l'expliquer et de dire que ça pouvait être un besoin qui irriguait les activités créatives, mais c'est sûr qu'il y a aussi un monde dans lequel elle le freine et elle l'empêche. Alors comme je vous avais dit, je vais vous montrer aussi des points qui n'ont pas été abordés et avec des rapports que j'ai générés sur un site qui s'appelle Elicit. Sur Elicit, j'avais posé la question, alors c'est en anglais, de quels besoins humains conduisent, orientent, guident les humains à s'engager dans des activités créatives. Pourquoi la motivation est importante pour le potentiel créatif ou l'accomplissement créatif. Pourquoi certaines personnes ressentent le besoin de créer et d'autres non. Et est-ce qu'on peut vivre une vie humaine sans créativité? Je l'avais remis ce que j'avais mis en introduction et j'avais vu ce qui m'avait généré comme rapport. Alors ce que vous voyez là, c'est ce qu'il a sorti. On va juste en piocher quelques-uns pour dire voilà des choses dont je n'ai pas parlé et qu'il aurait été intéressant de creuser. Alors, ici, il nous met, alors je vous le dis en anglais et on va regarder après en français. Donc, creative activities driven by human needs, ranging from basic desires for acceptance and love. Donc, je vais vous le dire en français directement. L'activité créative est guidée par les besoins humains qui vont des désirs basiques pour l'acceptation, pour l'amour, l'appréciation par les autres, à des besoins de plus grand ordre comme la compréhension de soi, la maîtrise, l'actualisation de soi. Il met en avant que la motivation intrinsèque elle est essentielle
pour l'accomplissement créatif. Les différences individuelles dans il parle de creative drive, donc dans le moteur créatif, elles émergent des expériences lors du développement, de caractéristiques personnelles, de caractéristiques de la personnalité, et des conditions environnementales qui vont soit supporter ou éliminer la motivation. Voilà comment il lie créativité et motivation. Ça aurait été intéressant d'aller sur les caractéristiques personnelles. Je l'ai fait dans la vidéo précédente sur les profils psychologiques. Vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. La question des expériences lors du développement. Est-ce qu'elles vont freiner, augmenter les capacités et les activités créatives? Et puis, il y a un autre point qui nous met en avant. La créativité, elle apparaît comme servant des besoins fondamentaux qui sont d'ordre psychologique, sociaux et des fonctions adaptatives qui suggèrent qu'elle est intégrale plutôt qu'optionnelle pour l'évolution humaine. Donc si je vous fais l'abstract de manière très rapide et vous pourrez faire pause pour le lire, voyons qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit que ça va des besoins de survie aux besoins de self-actualization, donc actualisation de soi. Voilà, ça c'est la pyramide de Maslow, il le reprend. Donc sur ça on était raccord. Donc la créativité, elle sert les besoins d'acceptation au sein d'un groupe, d'amour, de relation aux autres. Et elle permet de transformer des environnements adverses, donc où il y a de l'adversité, en environnements qui sont nourrissants, qui nous permettent de nous construire et de nous développer. Il nous parle aussi qu'un des moteurs des comportements créatifs, ce sont les besoins prosociaux, les besoins à aller vers les autres, à les aider, à leur procurer du plaisir, à satisfaire son empathie, à contribuer à la vie des autres. C'est aussi un moteur de la créativité. Il met que la créativité est souvent liée à de la motivation intrinsèque. La motivation à faire quoi? À s'engager sur quelque chose qui nous intéresse, qui procure de la joie, du challenge personnel, qui relie la notion de flow qu'on a vu avant. La notion de flow, c'est gros niveau de défi avec sentiment de compétence élevé. Il nous dit que la motivation extrinsèque, elle peut aider dans certains contextes, mais dans d'autres, elle peut être une contrainte. Sur les aspects développementaux qui pourraient jouer sur la créativité, il nous parle des traumas de l'enfance, qui pourraient soit aider des personnes à nourrir cette capacité à faire face, soit les détruire tellement qu'ils n'auront plus après de possibilités au niveau neurologique de continuer à s'enrichir et à se nourrir du monde extérieur. Il nous dit aussi qu'il y a des caractéristiques psychologiques comme l'orientation à trouver des problèmes, donc la résolution de problèmes, ou le growth mindset, donc on parle des fois d'esprit de croissance, qui prédispose certains à aller vers des engagements créatifs. Et il réappuie sur le fait que la créativité peut servir des fonctions qui peuvent être difficiles à remplacer, comme la régulation émotionnelle, la connexion sociale et la communication, et s'adapter à des circonstances changeantes. Et il met que dans la littérature scientifique, ce qui est mis, c'est que si on a une apparente absence de motivation créative, c'est peut-être plus lié à la suppression de cette motivation créative par l'environnement, par les éléments environnementaux, que par une incapacité fondamentale. Et ça, c'est toujours difficile à juger. Je ne rentre pas dans les détails des articles qu'il a sélectionnés et pour lesquels il a fait ce résumé. Je vais vous montrer aussi un deuxième point, un deuxième rapport que j'avais généré qui était plus sur les questions évolutionnaires autour de la créativité, avec cette question, comment les défis adaptatifs que l'humain a dû surmonter sur son histoire évolutionnaire, comment ils ont formé, ils ont structuré les fondations cognitives et neurocognitives de la pensée créative. Alors ici, nous en avons mentionné deux ou trois auxquels je n'avais pas pensé, étonnamment parce que c'est quand même des facteurs importants. Dans les challenges adaptatifs, comme il le dit, il y a la compétition sociale, la variabilité environnementale, ça j'en avais mis, et la sélection sexuelle. C'est vrai que ça c'est un des points que je n'ai pas du tout mentionné. La sélection sexuelle, elle peut amener à des activités créatives. Il met que dans l'histoire de l'humanité, et probablement d'autres mammifères et d'autres êtres vivants, ça a permis de sélectionner, alors pour nous, l'expansion du cortex préfrontal, ça a amélioré la connectivité neuronale et les capacités cognitives, par exemple la mémoire de travail, la représentation mentale, le langage avec ce qu'il appelle la coévolution gène-culture. En gros, les modifications génétiques
ont été corrélés aux modifications culturelles et dans un enchevêtrement dans un enchevêtrement assez bien tissé, assez complexe. Et donc plein de boucles de rétroaction pendant des centaines et des milliers d'années. Je vais regarder avec vous un petit peu l'abstract, vous pourrez faire pause comme tout à l'heure. Dans les facteurs de compétition sociale, il met les flots d'informations entre les communautés. Il a fallu évidemment pouvoir interagir et ça aboutit à différentes formes de langage qui sont aujourd'hui très très codifiées avec les langues qu'on utilise au quotidien. La question de la course aux armements aussi, la question des ornamental displays, la sélection sexuelle qui amènerait à créer des artefacts ornementaux, qui ont pour visée d'être esthétiques, de plaire à un ou une partenaire. En général, c'est plutôt le mâle pour la femelle, avec les parades nuptiales, avec les oiseaux, comme on l'avait mentionné dans une autre vidéo, qui construisent des nids magnifiques ou qui font des danses très très esthétiques, en tout cas qui plaisent à leur partenaire. La question de la position hiérarchique dans la société. Donc tout ça, c'est des points qu'il rappelle et que j'avais mis plus ou moins, sauf la sélection sexuelle qui était quand même moins présente. Donc les pressions environnementales, je l'avais mis sans trop les dire comme ça, mais qui requièrent de la résolution de problèmes et de la flexibilité avec la production d'outils, en l'occurrence. J'avais mentionné l'adaptation avec le feu, avec les arcs, avec les stockages d'informations comme le papyrus ou d'autres. Évidemment, je fais des sauts dans l'histoire très très gigantesques, mais c'est pour vous donner à voir quelques innovations intéressantes. Ils mettent un petit point sur les neurotransmetteurs, le système des neurotransmetteurs qui a permis aussi, avec la dopamine et la testostérone ou d'autres neurotransmetteurs, de nous rendre plus enclins à certaines activités avec ces systèmes de récompense. Il nous met en avant aussi la mémoire de travail, qui était un des points que je n'avais pas du tout ciblé, mais qui est que, effectivement, pour pouvoir combiner, associer des symboles dans le monde abstrait qui est le théâtre mental qu'on a dans notre tête, si on n'a pas de mémoire de travail, alors effectivement, si on a la capacité qu'avoir un élément dans notre tête à chaque instant, on ne pourra rien combiner, on ne pourra rien abstraire et on ne pourra pas se projeter vers des futurs ou vers des possibles ou la conception d'objets un peu plus complexes. Donc évidemment, ça a dû bien aider. C'était une sous-capacité qu'il fallait évidemment creuser et je le creuserai dans d'autres épisodes. Et aux côtés de cette mémoire de travail améliorée, il y a la représentation mentale de certains objets, les capacités de manipulation abstraite et évidemment le langage qui en est une capacité de manipulation abstraite parce que le langage, c'est quelque chose qui représente le réel, mais avec des symboles qui lui sont totalement décorrélés de la forme. Quand je parle de table, il n'y a pas de correspondance particulière entre le mot table et son visuel et sa forme, et son toucher, enfin tout ce qui est l'ordre de la perception. La coévolution gène-culture aussi qui a dû jouer. Voilà ce qu'on pouvait dire de plus sur ce que j'ai pu oublier. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.